Bonjour à toutes et à tous. Nous allons alors aborder le thème 5, les processus de communication, la situation des communications, la langue à l'emploi et la négociation du sens. Donc, ceci dit, nous avons les sommaires où nous avons d'abord l'introduction et les processus de communication et les fonctions du langage, la situation des communications avec les cadres analytiques et la situation monolocutive face à la situation interlocutive. Finalement, nous parlerons de la langue à l'emploi et de la négociation du sens et à ceci, nous ajouterons une conclusion. Ceci dit, dans l'introduction, il faudrait alors, comme toujours, donner une justification de pourquoi est-ce qu'on a intérêt à ce thème. Évidemment, c'est parce qu'il aborde le processus de communication qui est finalement ce que la compétence aborde et que les lois nous recommandent ou nous poussent à développer chez nos élèves. Nous devrions prendre une station d'importance d'un écrivain qui est en rapport avec ces sujets. Et un petit passage, comme toujours, de la grammaire à la communication. Avant, on étudiait la grammaire, maintenant, on pousse le développement de la communication, de la compétence communicative chez nos élèves. Et puis, une finale, introduction au sujet, nous allons donc parler de la communication. Qu'est-ce que la communication, du schéma de Jacobson, en passant par la situation de communication de Sophie Moirand, les différents types de situations de communication, des systèmes d'analyse, et finalement, la langue en emploi et la négociation du sens. Ceci dit, dans le schéma de communication et les fonctions plurielles, d'accord, je vais manquer en S. Alors, Jacobson, qui crée son schéma à partir des chaînons, qui est à la fois les crée à partir des, comment on appelle, les ingénieurs de télécommunications, d'accord, où il y avait un émetteur, un message, etc. Vous pouvez repérer cette explication dans les sujets numéro 4. Mais donc, voilà, les fonctions chacune des fonctions est repérée ou liée avec chacune des parties de ce schéma, avec destinataire, message, code, canal et référent. À ceci, il y a les contextes de la situation de communication qui est apporté par Sophie Moirand. C'est elle qui, en 82, pardon, elle introduit ces cadres extralinguistiques, d'accord, à ne pas confondre avec les contextes, parce que pour elle, les contextes, ce sont donc les éléments du cadre extralinguistique et les contextes, c'est ce que normalement nous appelons le contexte, c'est-à-dire les cadres linguistiques qui entourent notre message. Les fonctions du langage qui sont chacune des ailes liées à chacun des éléments de la situation ou des schémas de communication. Donc ici, nous avons pour l'émetteur, nous avons la fonction expressive, pour le récepteur, la fonction conative, pour le message, la fonction poétique, pour le code, la fonction métalinguistique, pour les référents, la fonction référentielle. Et je crois que c'est tout. Oh non, j'en ai dit 5. Ah, et pour les canaux, la fonction fascique. Donc, la gestion des communications, comme je viens de dire, contexte face au cotexte. Donc, nous remettrions ici cette différenciation très importante. Et alors, nous avons deux types d'analyse, les cadres analytiques, où nous avons la situation socioculturelle, la situation psychologique, physique et matérielle. Dans les situations socioculturelles, il y a d'abord la sociolinguistique, où eh ben, ça dépend du lieu, de l'endroit ou de la société, pour mieux dire, à laquelle on se trouve et qu'on va employer un mot ou un autre. Par exemple, je suis en famille, je vais dire bagnole, alors que je suis dans une conférence presse, je vais dire une voiture. Et puis, nous avons dans cette situation socioculturelle, nous avons aussi la situation sociale qui est repérée par trois niveaux, le lexique, ou pardon, la langue, je vais repérer ça, c'était la langue, les non-verbales, d'accord, et l'interactionnel, donc la manière d'interagir. Finalement, dans la situation, pas finalement, mais encore dans la situation psychologique, elle est composée donc des comportements affectifs et cela, on va le trouver à partir des différents marqueurs. Sur le plan verbal, il va y avoir des mots, des vocabulaires spécifiques comme pour remercier, pour plaire, pour dominer, entre autres. Et aussi, d'un autre côté, on a les marqueurs non verbaux, d'accord, qui nous offrent une information encore plus riche. Parce que, par exemple, quand on offre un cadeau, et même si la personne dit merci, eh ben, on voit bien dans sa tête que elle l'aime pas trop, d'accord. La même pour la situation physique. Donc, dans la situation physique, nous avons les discours en situation, les discours
hors situation. Dans les discours en situation, évidemment, nous sommes les deux interlocuteurs ici, alors que hors situation, c'est peut-être une conversation téléphonique, ou c'est peut-être un écrit, une lettre qu'on écrit à quelqu'un. Donc, ceci va totalement influencer les choix langagiers que l'on va utiliser. Donc, par exemple, les déictiques ici, et tout ça, ça va dépendre évidemment de la situation, s'il est en communication, en situation ou pas. Et finalement, la situation matérielle, où nous avons trois types de situations matérielles, direct, indirect, unilatéral, réciproque, et public ou privé. Ceci, encore, direct, indirect, évidemment, c'est si nous sommes présents. Unilatéral ou réciproque, ça veut dire si unilatéral, c'est que moi qui parle et réciproque, si il y a de l'interaction. Et dans la communication publique ou privée, si nous parlons à une audience, à un public grand, ou si c'est une conversation privée où il y a qu'une seule personne. J'ai oublié de dire que dans la situation, dans le schéma de Jacobson, on pourrait introduire les témoins, d'accord? Parce que parfois, on a des témoins qui s'incorporent ou qui rentrent dans ces situations de communication ou qui, même s'ils ne rentreraient pas, ils sont présents là, par exemple, dans une situation, dans une conversation au métro, nous n'allons pas parler comme si on était à la maison parce qu'on sait qu'il y a d'autres gens et que peut-être qu'on va dire des choses, des propos qui ne vont pas plaire à ceux qui entendent mais n'écoutent pas ou ne sont pas censés écouter, mais parfois ils écoutent. C'est aussi, par exemple, le cas des espions. OK. Ceci dit, nous passons à la situation monolocutive versus la situation interlocutive. Donc, la monolocutive serait celle qui est plutôt orale parce que nous sommes présents. Donc, c'est une situation directe, une conversation directe. Et puis, donc, nous allons changer la syntaxe des phrases que l'on va construire. Et elle est réciproque aussi. Donc, direct et réciproque. D'accord? Et dans la situation monolocutive, bah, c'est le contraire. Il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de rétroalimentation. Donc, elle peut être orale ou graphique, mais ici, par exemple, la syntaxe est plutôt ordonnée, d'accord, mieux que dans la monolocutive. Et voilà, ce serait tout. Donc, par exemple, normalement, dans la monolocutive, évidemment, c'est pas, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas réciproque, c'est unilatéral. Dans la langue en emploi, on va parler des actes de la théorie des Searle-Austin, des actes de communication, locuteur et locuteur par locuteur. Locuteur, c'est ce que je dis explicitement, et locuteur, la visée. Par locuteur, l'acte s'accomplit ou pas. Littéral, ce que je dis explicitement. Non littéral, ce que je sous-entends. Direct, si j'accomplis cet acte, ou indirect, si je le fais d'une autre façon, d'accord, avec un indirect comme pour la drague. D'accord. Ceci dit, nous passons donc à la négociation du sens qui, ces points est un peu plus compliqué, d'accord. Donc, il y a H. Paul Kreis qui, en 1975, avec Logic and Conversation, il écrit les quatre maximes, ou il définit les quatre maximes, maxime des quantités, qualité, pertinence et modalité. Donc, qualité, ce que l'on dit est vrai. Quantité, on dit ce qui est juste ce qu'il faut dire. Pertinence, ce que l'on dit est en rapport avec les sujets dont on discute. Et modalité, on est clair et précis. Et ces maximes peuvent être effrayantes. Par exemple, si je mettais aussi, je ne réponds pas à une question, ou si je dis un mensonge. Aussi, par exemple, la maxime des quantités et les maximes des modalités vont en contresens. Par exemple, parfois, il faut donner plus d'informations et ne pas être aussi précis, ou l'on ne veut pas être clair dans nos propos. C'est par exemple le cas des politiciens qui ne sont pas clairs et ils effreindre cette maxime des modalités pour arriver à leur visée élocutoire qui essaie de nous mentir ou de nous tromper. Et puis, de l'autre côté, il y a Leach qui nous parle des principes des politesses, d'intérêt et des polyana. D'accord, polyana, c'est pour dire des euphémismes, etc., pour ne pas heurter les personnes que l'on a en face. D'intérêt, c'est que l'on dit est intéressant, donc est nouveau, et on ne va pas dire des choses que l'autre personne connaît déjà. Et la politesse, c'est les mêmes, c'est aussi pour respecter l'autre personne d'après leur culture et voilà, et leurs comportements socio-culturels, mais aussi pour réussir à la conversation, d'accord? Parce que même si on a des idées contraires, il faut que la conversation réussisse étant donné que nous sommes des êtres humains, des acteurs, des animaux sociaux, pardon. Ceci dit, il y a d'autres choses que je devrais incorporer dans ce diaporama, comme sont
comme ce sont la connaissance générale du monde et l'information partagée. Alors, la connaissance générale du monde, ça veut dire que on doit connaître ce que l'autre personne connaît. D'accord? Quand on parle avec notre personne, on produit, on crée une image de l'autre personne, ce que l'autre personne connaît ou ne connaît pas. Comme ça, on peut respecter aussi les principes d'intérêt. Mais par exemple, il y a le cas, si je dis je vais manger une vieille, c'est pas que je vais manger une mamie. Non, c'est que je vais manger un petit poisson qui s'appelle la vieille. C'est la même chose pour l'information partagée, d'accord? Donc, l'information partagée, évidemment, c'est comme je dis, ton mari est à la prison. Eh bien oui, parce que il y a dans notre histoire conversationnelle, d'après le terme des Torrichiani, que nous sommes que je sais que ton mari travaille à la prison. Donc, je sais qu'il travaille là-bas. C'est pas qu'il est emprisonné. Non, pas du tout. C'est juste qu'il travaille là-bas et c'est pour ça que je ne m'étonne pas parce qu'on sait, on a cette information partagée grâce à notre histoire conversationnelle. Donc, voilà la conclusion. L'importance de la situation des communications dans la langue à l'emploi et dans la négociation du sens. Euh, Pourquoi est-ce on donne beaucoup d'importance à ça? C'est évidemment parce que sinon, la communication serait comme des machines. Et nous parlons avec parfois 80%, je crois que c'est du langage ou de la communication, c'est non-verbal. Donc, cette situation de communication, elle nous donne beaucoup d'informations, excusez-moi. Et c'est pour ça que l'on va appeler à cette situation de communication et on va se référer à cette situation de communication d'un nombre de fois. Et évidemment, la langue à l'emploi, c'est parce que nous parler, c'est agir. Donc, l'importance de parler parce que nos élèves sont des acteurs sociaux et ils doivent agir en société. Donc, parler en société, utiliser la langue à l'emploi, il ne s'agit pas de remplir des trous. Et la négociation du sens, évidemment, c'est la même chose. C'est parce que quand on va connaître une langue, c'est pas connaître seulement les codes, mais aussi une culture. Donc, pour cela, pour la négociation du sens, il faut que nos élèves connaissent une culture, comme c'est le cas dans les lois qui nous poussent à développer la connaissance. Par exemple, là, il y a dans la LOMLOE les blocs C, c'est l'interculturel. Donc là, tout ce qui est interculturel, ça va parler aussi de la négociation du sens quand on va connaître notre culture, quand on va envisager notre culture. Il faut que l'on connaisse quelques éléments ou au moins les plus éléments possibles de notre culture pour qu'on puisse bien négocier l'essence de ce dont on parle. Et puis voilà, c'est donc ça aussi un lien avec la situation de communication dans les cours de FLE, je viens de le dire, le dialectique ici, jeu, etc. Ça, c'est presque implicite et c'est transféré des langues maternelles à la langue étrangère, mais il faut faire les points quand même dans les élèves pour qu'ils fassent une petite réflexion à propos de cette situation de communication. Voilà donc le thème 5, ça a été vite mais complet. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des doutes ou des commentaires. Allez, mettez un like et je vous vois dans le thème 6. À toutes.